Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la pomme de terre. Quels sont ses enjeux? Comment combattre les maladies qui la touchent? Comment adapter son défanage? Ou encore comment la stocker puis la conserver? Afin de répondre à toutes ces questions, je reçois en tout premier lieu Cyril Anon. Bonjour Cyril. Bonjour Elvis. Alors vous êtes responsable de la filière pommes de terre chez Arvalis. Cyril, comment évolue la culture des pommes de terre en ce moment? Alors en ce moment on est en début de cycle globalement, on est un mois après la levée des pommes de terre. On peut déjà faire un point sur les surfaces. Globalement, depuis 2 décennies, les surfaces en pommes de terre augmentent régulièrement en France, y compris dans la région Grand Est. On note cependant cette année, en 2021, une chute des surfaces, une baisse légère des surfaces, liée notamment au Covid, puisque vous avez eu des impacts vis-à-vis de la restauration ou encore des fast-foods, mais aussi de la consommation de l'être humain globalement, de ses achats en supermarché. Donc les surfaces ont tendance à diminuer cette année en 2021 dans toute la France, y compris dans la région Grand Est. Quel est l'état des cultures de pommes de terre en ce moment en France? Alors globalement, on a planté des pommes de terre dans de bonnes conditions, même très bonnes conditions, dans une période classique, première quinzaine d'avril, quelle que soit la région. Et depuis ce temps, on a eu quand même des températures froides, voire très fraîches. Ce qui fait qu'on note un retard de ces pommes de terre, retard à la levée. Les pommes de terre ont mis parfois 5-6 semaines pour lever, alors qu'elles mettent en général plutôt 4 semaines. Donc on a un retard de végétation au global. Mais avec les températures qu'on a là aujourd'hui au Cultural par exemple, et avec notamment les apports d'eau d'irrigation qui sont faits depuis une quinzaine de jours dans la région, le feuillage se développe très rapidement et la pomme de terre a tendance à compenser et à rattraper son retard. Globalement, je vous dis, un léger retard mais qui a tendance à être compensé à l'heure actuelle. Et quelle est la situation actuelle en ce qui concerne la région Grand Est? Alors, il y a ce retard en région Grand Est. Après, si on s'intéresse aux différents bioagresseurs qui vont vous être présentés par la suite, si on s'intéresse notamment au mildiou, globalement peu de pression. On est sur une année qui est à faible pression. On a eu des premiers déclenchements de la part de nos outils la semaine dernière, mais globalement peu de pression. Les désherbages se sont plutôt réalisés dans de bonnes conditions. On a pu voir quelques problèmes d'hétérogénéité de la levée des cultures, liés essentiellement au froid et à ce retard qu'ont pris les plantes en début de campagne. Mais globalement, pour l'instant, tout va bien, si ce n'est ce retard de culture, mais tout est en train de se combler à l'heure actuelle. Et quels sont les enjeux de la filière pour les années à venir? Alors, au niveau enjeu pour les années à venir, on note des travaux axés essentiellement sur la sobriété aux intrants de synthèse et aux fertilisants. En gros, toute l'optimisation des produits phytopharmaceutiques dont on va vous parler dans les prochaines minutes, mais aussi des fertilisants pour notre culture. Un deuxième grand enjeu, c'est la maîtrise de l'empreinte environnementale et l'adaptation au changement climatique. On vit depuis quelques années des étés plutôt chauds et secs, et sur certaines destinations qui ne sont pas forcément irriguées dans la région, mais aussi hors du Grand Est, on note des problèmes de rendement, des problèmes de qualité. Donc on s'intéresse à cette maîtrise de la qualité et du rendement, notamment en lien avec le changement climatique. Et ensuite, on s'intéresse aussi, on va dire, entre guillemets, au gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'on veut garantir la qualité du produit, du champ, jusqu'à l'assiette du consommateur. Cette qualité qui est primordiale pour, on va dire, pour le développement de la culture, le développement des ventes, de l'export chez les producteurs et ainsi de suite. Merci beaucoup Cyril Anon qui vient de nous présenter les enjeux de la filière. Je me dirige désormais vers Denis Gaucher. Bonjour Denis. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur recherche et développement des maladies sur la pomme de terre, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Et la pomme de terre est une culture qui peut attraper beaucoup de maladies, en particulier donc sur les tubercules, partie sur la qualité visuelle des tubercules, donc du rhizoctone brun, de la gale argentée, de la darthrose et tout un tas d'autres maladies qui font soit des taches sur la peau, soit pourrir le tubercule. Et puis, donc ça, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas la saison. Les tubercules sont trop petits en ce moment, ils sont juste en train de se former. Par contre, la pomme de terre peut aussi être attaquée par des maladies sur le feuillage, et en particulier le mildiou, dont vous avez là juste à côté un exemplaire sur des taches de mildiou, ici par exemple sur feuille, là, et puis derrière là sur tige.
Voilà. Et donc cette maladie, c'est la maladie la plus connue sur la pomme de terre, hein, puisque c'est celle qui à la fois peut faire le plus de dégâts au niveau du rendement et au niveau de la qualité. Donc là, on a les tout premiers symptômes sur une variété sensible. Actuellement, donc la pression de maladie démarre juste, et donc on n'est pas du tout encore dans une épidémie qui est incontrôlable, mais on continue à surveiller parce que bien qu'il y a la chaleur aujourd'hui, peut-être que dans 3 jours il va pleuvoir et que ça va réactiver ce champignon et cette maladie. Est-ce qu'il existe peut-être une autre maladie à part le mildiou ? Oui, tout à fait. Alors sur le feuillage, on a une autre maladie, donc c'est la maladie de l'alternariose, voilà, qui est présentée ici parce que en fait... Venez, décalez-vous afin qu'on puisse bien voir les posters. Venez, Denis. Ce poster-là présente donc les symptômes de l'alternaria, donc qui sont complètement différents de ceux du mildiou et qui ont la caractéristique, cette maladie a la caractéristique d'attaquer la plante quand elle est affaiblie. Et donc beaucoup plus tard en saison, puisque là on est sur des plantes qui viennent de lever, comme l'a dit Cyril Hanon, et qui sont encore en pleine forme, bien alimentées et bien nourries, et donc qui ne subissent pas de stress et qui peuvent encore être toutes vertes. Par contre, à partir du mois d'août, on voit apparaître ce genre de taches qui sont de l'alternariose et qui peuvent plus ou moins attaquer le rendement aussi et le réduire. Alors comment protéger les pommes de terre, excusez-moi, de ces 2 maladies sans utiliser de fongicides ? Alors c'est l'un des enjeux, comme vous l'a dit Cyril tout à l'heure, c'est l'un des enjeux de l'avenir, c'est d'arriver à protéger ces cultures contre les maladies, en particulier le mildiou, qui peut faire des très gros dégâts, et d'arriver à le faire en mettant le minimum de produits de synthèse possible, le minimum de fongicides possible. Alors là, on expérimente pas mal de solutions, et en particulier, donc c'est sur ce schéma que ça se passe. Donc on a une lutte qui s'appelle la lutte agronomique, donc par combinaison d'un certain nombre de leviers. Donc l'agronomie, ça va être d'arriver à convaincre tous les agriculteurs d'un territoire de réduire l'inoculum primaire de démarrage de la maladie. Et ça se fait par la gestion des déchets de l'année d'avant et par les repousses dans les autres cultures, éventuellement en collaboration avec les jardiniers, puisque les jardiniers amateurs peuvent aussi transmettre le mildiou de leur culture sur les parcelles des agriculteurs. Et puis après, on a un levier qui s'appelle le levier qu'on appelle génétique. Donc ça, le levier génétique, c'est l'aspect variétal. Donc là, on a vu du mildiou sur une variété sensible. Sur une variété intermédiaire, aujourd'hui, on ne voit pas de mildiou. Sur une variété très résistante, il faudra encore attendre 1 mois, voire 2 mois pour voir du mildiou. Donc ça montre l'intérêt de ce levier dans la lutte contre le mildiou sans utiliser de fongicides. Et puis après, donc, quand on a fait tout ça, on utilise aussi un outil d'aide à la décision, Mileos. Donc c'est l'outil d'aide à la décision qui est commercialisé et qui a été construit par Arvalis dans les années passées et qui permet de savoir si le climat est favorable au mildiou ou pas. Bon, par exemple, cet après-midi, c'est très défavorable au mildiou. Ça ne veut pas dire que dans la nuit prochaine, si jamais il fait une bonne rosée ou un orage, ça peut être favorable au mildiou, ça peut le devenir. Et dans ce cas-là, ça peut créer des contaminations. Et donc l'idée, c'est d'identifier les jours qui sont favorables au mildiou pour mettre le fongicide juste ces jours-là et pas les jours où c'est inutile. Merci beaucoup Denis Gaucher de nous avoir présenté les maladies ainsi que les solutions. Je vais désormais me diriger vers votre collègue Cécile Roch qui m'attend juste là. Bonjour Cécile. Bonjour Elvis. Donc vous êtes toujours chez Arvalis, vous êtes ingénieur recherche et développement des adventices et vous allez nous parler du défanage. Mais alors qu'est-ce que c'est ? Alors, le défanage est une opération qui est réalisée 3 à 4 semaines avant la récolte. Il a pour objectif de détruire complètement les feuilles et les tiges des pommes de terre afin de faciliter les opérations de récolte, donc pour éviter les bourrages de l'arracheuse par exemple. Mais également, il permet de garantir la qualité du tubercule et sa conformité en fait par rapport à son utilisation. Cette qualité est permise grâce en fait à la maîtrise de la teneur en matière sèche et
du calibre du tubercule. Car en supprimant la végétation, on stoppe le grossissement du tubercule. Mais également, le défanage permet l'adhésion et la formation de l'épiderme en fait, autour du tubercule, qui va le protéger en fait, des chocs et des à-coups qu'il va subir pendant les opérations de récolte et de stockage, et permettre du coup d'offrir aux consommateurs un tubercule indemne de coups et blessures. Et quels sont les enjeux du défanage ? Oui, alors déjà je rappelle qu'il y a plusieurs méthodes pour défaner nos pommes de terre. On peut évoquer le défanage mécanique avec l'utilisation d'un broyeur, le défanage thermique mais également électrique. La méthode la plus répandue reste tout de même le défanage chimique. Donc au cours de ces dernières années, on a vu disparaître des molécules historiques utilisées en défanage et maintenant en fait l'enjeu c'est d'identifier une stratégie de défanage efficace avec les 3 matières actives qu'il nous restent, à savoir le caféntrazole éthyle avec le Spotlight, le pyrafluphène éthyle avec Sorcier et Gozaille et l'acide pélargonique avec le Beluca. Merci beaucoup Cécile Roque pour ce point de dépannage. Juste, il me semble avant de partir qu'il y a différentes variétés que vous pouvez nous présenter ici, non ? Tout à fait. Alors, on a ici 3 variétés représentatives du secteur industriel à ses naissances tardives. Donc, on va retrouver Marquies, Magnum et Challenger. Mais comme on voit peu de différence entre nos variétés, on va focaliser sur la microparcelle de Marquies, où au fond, vous pouvez voir donc du coup notre témoin non traité, qui illustre en fait une levée difficile cette année au vu de la sécheresse qu'on a subie. Et également une couverture de rang qui est loin d'être atteinte, d'où en fait on a opté pour une stratégie de un passage de produits défanants qui sont illustrés par la suite, où juste après notre témoin, on va retrouver l'application de Sorcier avec son adjuvant Gozaille, Brasero, pardon. Du coup, ont été respectivement appliqués à 0,8 litres par hectare et 1,6 litres par hectare, appliqués le 9 juin, donc mercredi dernier. Et juste devant nous, on a le Spotlight appliqué à 1 litre par hectare. Donc dès le lendemain de l'application, des applications, on a observé en fait une efficacité de ce premier passage en chimique autant pour le Sorcier que pour le Spotlight. Après, si on y prête un petit peu plus attention, on peut voir que sur le Spotlight, le dessèchement des fans et des tiges est marqué. Donc je rappelle que en fait, cette efficacité de un passage en chimique cette année a été possible par une levée difficile et un faible développement foliaire en fait des feuilles de la pomme de terre. Mais qu'en temps normal, voilà, ces variétés sont plutôt défanées en associant le mécanique, donc un passage de broyeur avec du chimique. Donc voilà, adapter sa stratégie de défanage, ça passe d'abord par l'observation de ces parcelles. Et là, bon, on peut voir qu'avec, en tout cas cette année, pour l'application qu'on a fait en date du 9 juin, un passage de chimique a été suffisant. Merci beaucoup Cécile Roque pour ce point sur le défanage. Pour finir, je vais rejoindre notre dernière intervenante Morgane Flèche qui se trouve juste là. Morgane va nous parler du stockage et de la conservation des pommes de terre. Alors bonjour Morgane, je vous retrouve enfin. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur recherche et développement en ce qui concerne la conservation des pommes de terre chez Arvalis. Quelle est la situation actuelle dans le stockage de la pomme de terre ? Eh bien, la grosse nouveauté sur cette campagne sur le stockage, c'est l'arrêt du CIPC. Alors le CIPC est une molécule antigerminative qu'utilisaient la majorité des agriculteurs. Donc là, c'était vraiment la grosse nouveauté. C'est une interdiction qui avait été un petit peu anticipée par la filière qui s'était mobilisée pour faire voter une limite de résidus temporaires de cette molécule parce que ce qui se passait avec cette molécule-là, c'est qu'elle est très rémanente dans les stockages. Et donc, ce qui se passe, c'est la contamination croisée. C'est que les nouvelles récoltes sont contaminées par ces résidus-là, comme ils sont stockés dans les mêmes bâtiments de stockage. Donc, il y a eu cette limite-là qui a été votée, ainsi que des procédures de nettoyage. Et cette année, il y a le plan de surveillance qui est mis en place. Donc, c'est des prélèvements qui sont faits chez les agriculteurs pour suivre un petit peu l'évolution de cette limite, qui sera dégressive dans le temps, mais toujours en cohérence avec ce qui se passe dans les bâtiments pour ne pas descendre trop vite et que ce soit incohérent. Est-ce qu'il existe des alternatives au CIPC dont vous m'avez parlé ? Tout à fait. Alors il existe des alternatives, donc certaines qui existent depuis des dizaines d'années,
comme l'hydrazine maléique. Donc l'hydrazine maléique, c'est la seule molécule qui peut s'appliquer directement au champ et qui a l'avantage du coup de pouvoir être utilisée dans des bâtiments précaires, mais qui a une durée d'efficacité limitée et qu'on ne peut pas renouveler puisque c'est utilisé au champ. Après, nous avons d'autres molécules que nous utilisons directement en cours de stockage. Mais il faut avoir des bâtiments assez étanches. Donc nous avons par exemple l'éthylène. Donc l'éthylène qui est une hormone de croissance qui a comme avantage d'être peu coûteuse, mais on ne peut pas l'utiliser sur toutes les destinées de pommes de terre. Par exemple, pour les variétés industrielles, il faudrait être plus vigilant. Il y a des essais qui sont réalisés pour voir quelle variété on peut utiliser ou non. Ensuite, nous avons la molécule dormir qui est naturellement présente dans la pomme de terre, utilise un petit peu de la même manière que le CIPC qui s'applique par thermonébulisation. Donc c'est souvent des méthodes d'application qui sont connues par les agriculteurs. Mais il y avait certains points de vigilance, notamment les 30 jours de délai entre l'application et la mise en vente des pommes de terre, ainsi que l'interdiction pour l'alimentation animale qui était due à un manque de données lors de l'homologation. Mais c'est des choses sur lesquelles la firme travaille et qui devraient finir par être enlevées. Ensuite, en molécules, nous avons l'huile de menthe, donc, dont nous avons fait des posters par exemple ici. Donc l'huile de menthe qui est une molécule qui est curative, contrairement aux autres molécules qui s'utilisent en prévention. Donc celle-ci va réussir à nécroser les germes, mais il faut l'appliquer sur le bon stade, parce que si on l'applique un petit peu trop tard, on ne va pas réussir complètement à nécroser le germe, et du coup il peut rester soit le bout du germe qui est nécrosé et le reste qui n'arrive pas à être nécrosé, soit le germe est complètement nécrosé, mais il peut rester un petit résidu qui peut poser souci visuellement pour la vente. Et enfin, la dernière molécule qui est disponible, c'est l'huile d'orange, donc elle a été homologuée au cours de cette campagne-là. L'huile d'orange est également une huile essentielle qui a pour objectif d'être curative sur les jeunes germes, et là avec cette huile-là, il peut être intéressant de l'appliquer en combinaison avec des solutions préventives qui vont limiter le développement du germe, et on aura plus de facilité à nécroser les germes dès qu'ils vont commencer à sortir de la pomme de terre. Merci beaucoup Morgane Flay, je remercie une nouvelle fois tous vos collègues Cyril Anon, Denis Gaucher ainsi que Cécile Roch pour nous avoir présenté l'itinéraire technique de la pomme de terre et aussi nous avoir parlé de l'actualité de cette dernière.